Conférence de presse détonnante de Donald Trump que vous avez suivie en direct sur LCI et que nous allons décrypter dans le grand dossier ce soir. Ce qui s'est dit, ce que Trump a déclaré en dit long sur ce qui se joue en ce moment. Donald Trump qui a réaffirmé que les frappes américaines avaient bien détruit les installations nucléaires iraniennes et qu'importe si le rapport des renseignements américains dit le contraire, que les dégâts causés par les frappes seraient en réalité mineurs. C'est ce qu'ont rapporté nos confrères de CNN. Fake media, fake news, voilà ce qu'a dit Donald Trump lors de cette conférence de presse où il a invectivé Vladimir Poutine sur le front du conflit en Ukraine et a expliqué qu'il y aurait des discussions avec l'Iran. Dans ce grand dossier, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le colonel Pierre de Jong, bonsoir, consultant militaire pour LCI. Nicole Bacharan, bonsoir. Vous êtes historienne, politologue, une grande spécialiste des États-Unis, et Magali Barthès, notre grande éditorialiste internationale sur LCI. C'est quand même surréaliste ce qui s'est dit lors de cette conférence de presse, Magali. Ah ben, on a un Donald Trump qui est en phase d'auto-jubilation et qui salue toutes ses victoires. On sent qu'il y a vraiment un numéro d'hubris. Il est très satisfait de lui-même. Vous savez, pendant la campagne, il disait on va tellement gagner que vous serez lassés de toutes ces victoires. Et là, on a l'impression qu'il dit ben voilà, chose promise, chose due. J'ai réussi à régler le problème du nucléaire iranien et en plus maintenant à l'OTAN tout le monde est décidé à augmenter les dépenses de défense. Donc il est très satisfait. On a un Donald Trump qui vraiment se sent le roi du monde. On a envie de dire. Alors, qui maltraite énormément pendant cette conférence de presse les médias mainstream, les CNN. Vraiment, il fait la leçon aux journalistes. C'est quand même très frappant parce que les journalistes ont sorti ce rapport classé confidentiel, mais qui dirait que qui dit que les infrastructures nucléaires iraniennes n'ont pas été complètement détruites. On sent que ça l'agace, mais vraiment profondément. Et donc, il a passé finalement une grande partie de sa conférence de presse en appelant son secrétaire d'État à la Défense, son secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il a passé sa conférence de presse à dire, je vous l'assure, les infrastructures nucléaires, les installations sont complètement détruites et ils ne se remettront pas demain à faire la bombe. Il y a vraiment une volonté de convaincre et d'imposer son récit, même si on sent bien qu'il y a quand même un grand flou sur l'état de ces installations nucléaires iraniennes. Nicole Bacharan. Écoutez, moi je rejoins ce que dit Magali, évidemment, parce que je trouve que la première information, c'est qu'il est de bonne humeur. Ah oui. Les sommets de l'OTAN, c'est pas forcément gagné d'avance. Tout a été fait pour le dîner avec le roi. On sait qu'il adore tout ce qui est faste monarchie, qui se sent l'égal d'un roi, évidemment, ou au moins il voudrait l'être. Et il n'est pas arrivé avec l'intention de tout casser. Non, mais il est arrivé triomphant, parce qu'il peut se vanter d'avoir mis un coup d'arrêt à la guerre entre l'Iran et Israël. Exactement. Et personne parmi ses partenaires de l'OTAN ne l'ont dit. Il y a peut-être un doute, personne. Ça, c'est évidemment dans la presse, et Magali a évoqué la colère que ça a inspiré pour lui. Je dois dire à sa décharge que le fait qu'il y ait un rapport confidentiel militaire qui sorte dans la presse ne me semble quand même pas tout à fait normal. Il y a une fuite quelque part, et que ce charmant jeune homme nous a dit qu'il allait faire une enquête. C'est pas absurde. Maintenant, il est tout à fait certain qu'entre les experts américains, les experts israéliens, l'AIEA, ça prendra du temps avant qu'on sache réellement où en est l'Iran. Est-ce que l'Iran saisira l'occasion, au fond, de négocier parce qu'ils sont vraiment en mauvaise posture et que c'est peut-être le moment, ou est-ce qu'au contraire, ils se diront il faut à tout prix avoir la bombe, il nous reste assez d'éléments, de matériel, de science pour courir vers ça, et dans ce cas-là, Donald Trump risquerait d'être trompé. Mais je note que il se félicitait du message de Mark Rutte hier, donc du secrétaire général de l'OTAN, qui lui a envoyé, quand il était à bord d'Air Force One, un message sur le thème « Vous êtes merveilleux, extraordinaire, vous avez réussi quelque chose d'inimaginable ». Et Donald Trump est le seul qui ne voit pas que c'est un jeu que tout le monde joue pour apaiser l'ours qui va rentrer dans la cage. Il y a vu une marque d'affection. Ce jeu qui est fait pour lui plaire
il l'apprécie d'autant plus que c'est lui qui fixe les règles, hein, c'est lui qui dicte sa loi à ce sommet de l'OTAN, colonel Pierre de Jouy. C'est le monde merveilleux de Trump. C'est-à-dire que dans les 45 minutes, on a une espèce de... Moi, j'ai eu du mal à suivre parce que j'ai prendre des notes. Il y a quelques bribes intéressantes. Le problème, c'est que, comme avec mes étudiants, quand ils parlent trop, je leur dis souvent, à l'essorage, il reste rien. Une fois qu'on a mis ça dans la lessiveuse, il y a une petite goutte qui tombe. Il y en a une qui est tombée quand même. C'est quand il parle de 1000 milliards par an. C'est qu'en fait, il a bien compté. 5% de plus, ça veut dire que globalement, on double tous nos budgets de la défense. Comme son budget à lui, c'est 1000 milliards par an, il s'est dit, vous avez payé 1000 milliards par an. Donc on va faire joujou avec 2000 milliards par an. Et ça, il est venu pour ça. Et parce que l'article 5, il n'a rien dit de particulier. 1000 milliards par an, ça va, il a fait le deal, il a fini le papier, il revient. Maintenant, le reste, c'est du décor. Et là, je vous rejoins toutes les deux. J'ai rien à ajouter de plus original, de plus cruel, parce que c'était un moment relativement douloureux. Enfin, moi, je reconnais que j'ai du mal à suivre cette logique. On voit cette espèce d'affirmation permanente sur le fait qu'il est sûr que le nucléaire est détruit, alors qu'il pourrait avoir un doute. On peut dire, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait, mais j'ai un doute, etc. Donc, une espèce de certitude que je trouvais à un moment un peu effrayant quelque part. On sent que le raisonnement ne fonctionne pas et on se dit mais c'est pas possible, il doit avoir à un moment donné un doute. Non, il n'a aucun doute. Tout va bien et il termine quand même par les frappes magnifiques sur l'Iran. Bon, la vie est belle. Oui, et personne n'ose le contester. C'est ce que vous disiez, Nicole Bacharan. Hein. On a vraiment le sentiment que le président américain dicte sa loi. On va justement partir au sommet de l'OTAN, retrouver notre équipe. Vous le savez, nos envoyés spéciaux et correspondants sont partout où les conflits se jouent, des États-Unis à l'Iran, en passant par Israël ou encore les Pays-Bas, où se tient le sommet de l'OTAN. Margot Haddad et Grégory Phillips sont en direct de La Haye. Bonsoir à tous les deux. On le disait, hein, on a vraiment le sentiment que ce sommet de l'OTAN, c'est le sommet Trump. Il a en partie commencé son discours en rappelant à quel point les États-Unis, depuis ses frappes en Iran, étaient une force de dissuasion formidable. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque ça vous montre d'une certaine manière que ce sommet, c'était aussi une démonstration de puissance américaine, Greg. C'était une conférence de presse assez longue, 3 quarts d'heure, et très trumpienne, j'ai envie de dire. C'est toujours assez fascinant d'écouter Trump sur la longueur et en intégralité parce qu'on voit comment il peut changer d'un sujet à l'autre, faire des digressions, saluer tel journaliste, taper sur tel autre journaliste, notamment des médias mainstream que sont CNN ou le New York Times. Vraiment, c'était du Trump pur jus et un Trump qui repart content de La Haye, très satisfait de ce qui a été décidé, notamment sur les dépenses de défense des pays de l'Alliance. Un Trump content, mais un Trump également conquérant, puisque, je vous le rappelle, il a tout de même essayé d'appeler Marco Rubio, le secrétaire d'État, mais également conseiller à la sécurité nationale, en tous les cas pour le moment, le secrétaire de la guerre, pour dire qu'à quel point les États-Unis étaient guerriers. Et c'est comme ça qu'il veut que les États-Unis soient représentés sur la scène internationale, c'est-à-dire un pays qui n'a pas peur du rapport de force, Greg. Avec ce sujet central, évidemment, le nucléaire iranien qu'on vient d'évoquer, et cette colère de Trump qu'il a exprimée à plusieurs reprises contre les médias qui ont publié ce rapport, CNN et New York Times, notamment affirmant que le nucléaire iranien n'était pas complètement détruit. Évidemment, ça va à l'encontre du narratif de la Maison-Blanche. Là-dessus, on reste évidemment extrêmement prudent. On sait que Raphaël Grossi est sans doute celui qui va ramasser le plus d'informations rapidement et qui doit s'entretenir avec le président Macron, je crois, en ce moment ou un peu plus tard. Merci beaucoup Margot Haddad et Grégory Phillips, nos envoyés spéciaux en direct de La Haye qui couvre pour LCI ce sommet de l'OTAN. Vous l'aurez bien compris, la méthode Trump, c'est lui qui fixe les règles, qui dicte l'agenda et qui aime jouer avec les nerfs de ses alliés. Écoutons ce qu'il disait quand il était à bord d'Air Force One en direction du sommet de l'OTAN, en direction de l'Europe, sur l'article fondateur de l'OTAN. Êtes-vous toujours attaché à l'article 5 de l'OTAN ? Cela dépend de votre définition. Il y a plusieurs façons de définir l'article 5, vous le savez, n'est-ce pas ? Mais je m'engage à être leur ami. Vous savez, je suis devenu ami avec beaucoup de ces dirigeants et je m'engage à les aider. Une déclaration qui a été interprétée comme une remise en cause de cet article historique qui prévoit la défense collective de tout membre de l'alliance attaquée. Mais ça, c'était avant que le président américain ne clarifie sa position face à Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, lors du sommet.
Nous sommes avec eux jusqu'au bout. Je veux dire que si vous regardez les chiffres, nous sommes avec eux. Et il y a de très grandes choses à annoncer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez voté ou si vous allez voter, mais je leur ai demandé d'augmenter les dépenses de défense de 5%. Donc je pense qu'il va y avoir de très bonnes nouvelles. L'OTAN va devenir très forte avec nous. Est-ce que vous avez compris à quoi jouait le président américain ? Il souffle en permanence le chaud et le froid. Il sème le doute avant d'arriver pour mettre un peu plus la pression sur les membres de l'OTAN. Et puis finalement, il se radoucit et on comprend en effet à ce moment-là tout le tapis rouge qui lui a été offert et le dîner, le petit plat dans les grands. On sent que ça radoucit quand même sa façon de penser. Après, il a obtenu, c'est vrai, d'avoir dans ses conclusions de ce sommet les 5%. 5% de dépenses obligatoires à horizon 2035. Donc, c'est toujours facile de mettre un chiffre. On verra bien comment ces États membres remplissent leurs engagements. Et on comprend que, à la condition qu'ils mettent plus dans leurs dépenses, dans leur défense, à ce moment-là, Donald Trump, oui, interprétera l'article 5 d'une façon qui est plus favorable. C'est en permanence un donnant-donnant. Il y a une façon de vouloir dealer, faire des deals, des accords avec le monde entier. Et là, l'OTAN, en fait, n'y échappe pas. La grande crainte de Mark Rutte, et c'est peut-être pour ça qu'il a été aussi obséquieux avec Donald Trump, la grande crainte de l'OTAN, c'est le désengagement américain. C'est que finalement, Donald Trump, à force de dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je volerai au secours d'un État attaqué, envoie de tellement mauvais messages aux adversaires de l'OTAN qu'ils prennent ça comme une invitation. On pense évidemment à la Russie. Donc il fallait absolument garder les Américains à bord, si j'ose dire. Donc c'est chose faite. C'est pour ça que le sommet, quelque part, est plutôt une mission accomplie pour Mark Rutte. Et si on voit la bonne humeur de Donald Trump, on se dit que c'est un pari gagné. Mais ça l'a été au prix de mettre ces fameux 5% obligatoire normalement à horizon 2035 dans la défense. Ce qui, par exemple, pour nous, Français, est un engagement qui est considérable. Alors, il y a une petite ruse, parce qu'en fait, c'est 3,5 de dépenses militaires et 1,5 d'autres choses. Il y a une façon d'enrober un peu les choses, mais ça permet quand même à Trump de pouvoir dire « Regardez, j'ai eu une victoire ». Colonel, ce petit jeu de faire semblant de remettre en cause l'article 5, c'est une manière, comme disait Magali, de mettre la pression pour que chaque membre de l'OTAN dépense 5% de son PIB pour sa défense ? Évidemment, et c'est pas nouveau. Déjà à l'époque, quand il était président de première mouture, il le disait déjà. Pendant sa campagne, il l'a répété. Je me rappelle Stoltenberg, le prédécesseur de Rutte, avait déjà été très étonné du fait qu'il avait annoncé clairement que si vous remplissez pas les conditions, je viendrai pas. Donc encore une fois, on peut pas être surpris par ce discours. Ce qui est étonnant, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui il est en responsabilité lourde. Je veux dire, la situation qu'il avait quand il était chef de l'État, première séquence, il y avait pas la guerre en Ukraine, il y avait pas, etc. Il y a plein de choses qui n'étaient pas comme maintenant. Aujourd'hui, c'est sérieux. On est dans un monde qui est compliqué, qui est sérieux. La guerre est à nos portes. On voit qu'il y a des bombes partout. Il arque des bombes de 13 tonnes de tous les côtés. Donc, c'est sérieux. Et en fait, il reste sur un modèle qui est toujours le même, une espèce de modèle amusé dans lequel il exige des uns des autres. Pour nous, Français, c'est quoi ? Ça représente quoi ? Même sur 10 ans, si on le faisait, ça représente 5 milliards par an en plus au budget, sur le budget de la défense. 5 milliards par an. Parce qu'en gros, là, on est en gros à 45 milliards par an. On est à 2%. Si on passe à 5%, ça fait en gros 50 milliards de plus, avec 100 milliards. Je fais une cote mal taillée, 100 milliards au bout, ce qui veut dire que c'est 5 milliards de plus par an au budget. C'est énorme, 5 milliards, mais tous les ans 5 milliards de plus. 5 plus 10, vous vous rendez compte ? Donc c'est des sommes considérables. Là, aujourd'hui, j'imagine que notre président, il a pris note, il s'est dit, bon, on verra dans 2-3 ans, parce que j'imagine que le budget de la fin de l'année ne va pas intégrer ça. Ah oui, moi j'ai fait les calculs, il faudrait dépenser 77 milliards de plus en France pour tenir l'objectif strict des 5% de PIB consacré à la défense. C'est exactement ça. Et c'est le problème. Et encore, il y a tout le problème des pensions. Et on va être sauvé, comme le dit Magali, avec les 1,5% de dépenses annexes ou de dépenses particulières. Donc ça permettra de construire des casernes, de construire des routes vers, je sais pas, des champs de tir, que sais-je, des installations de formation. Mais c'est quand même, ce sera vérifié, parce que là, il va rester encore quelques années, donc il verra bien la progression. Et le problème que va avoir l'OTAN, c'est qu'il y aura sans arrêt cette espèce d'épée de Damoclès sur cette structure qui, en fait,
Elle est qu'européenne, parce qu'une fois qu'on a enlevé la Turquie, qu'on a enlevé le Canada, les États-Unis, en fait, ils sont qu'européennes. En fait, l'Europe est devant un problème énorme. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils n'ont pas investi dans une question de défense. Et d'un coup, l'aigle américain qui avait mis un énorme parapluie au-dessus de notre sécurité, il dit, écoutez, maintenant, on va faire ça, on va partager burden sharing. Moi, quand j'étais lieutenant, on en parlait déjà. Oui, ça revient maintenant pour la 25e fois. De la charge. Justement, c'est ce qu'on va voir dans un instant avec vous, colonel. Infographie et images à l'appui. Nicole Bacharan, il se délecte de jouer avec les nerfs des alliés de l'OTAN. Mais bien sûr, c'est quand même phénoménal de voir que le monde entier, pas seulement les alliés, est suspendu au bon et au mauvais vouloir d'un homme extrêmement narcissique, extrêmement malveillant par moments, qui a des caprices, qui a des colères, qui a des engouements qu'il ne faut pas fâcher parce que il est assis sur la première puissance mondiale, à la fois économique et militaire, et on est obligé de faire avec. Et quand il parle de l'article 5, en gros, pour dire j'y vais pas, c'est pas, Magali, vous le disiez très justement, c'est un message qui atteint aussi, par exemple, la Russie. Et quand on comprend ce que c'est que cet article 5, vous le savez mieux que moi, mais c'est vrai que s'engager à soutenir un des pays attaqués, ça peut être faire de la logistique jusqu'à envoyer des bombes. Mais c'est un engagement politique. Et dès qu'on se dit peut-être pas, il n'y a plus de dissuasion. En réalité, il n'y a plus d'article 5 avec Donald Trump. Et il a redit encore ces derniers jours, avant de partir, quelque chose qui est franchement monstrueux, si vous voulez mon avis, à savoir que, oui, enfin, la France en particulier, on était dans ce jour-là dans le collimateur, je ne suis pas sûre qu'elle viendrait nous aider si on avait un problème. Or, l'article 5 a été appliqué une seule fois depuis 1949, c'est après le 11 septembre, et les 32 pays de l'OTAN se sont engagés aux côtés des Américains, avec plus ou moins de force selon leurs moyens. Mais il y a eu cette solidarité exigée par l'article 5, s'est exercée une seule fois au profit des États-Unis. Donc ce procès est très injuste. Oui, mais pour Donald Trump, ce fonctionnement n'a de sens que si chacun paye sa part. Il impose aux pays de l'OTAN de consacrer, on vous le disait, 5% de leur PIB aux dépenses de défense, contre 2% seulement actuellement, un objectif très ambitieux, accepté par les membres de l'Alliance et salué par Emmanuel Macron, qui voit l'occasion de marquer l'indépendance française et l'indépendance européenne. Nous renforçons la place des Européens par ce réinvestissement historique que nous décidons, que la France a d'ailleurs commencé depuis 7 ans, puisqu'avec nos 2 lois de programmation militaire, nous aurons doublé notre budget des armées. Mais surtout, on renforce aussi notre indépendance, c'est-à-dire notre capacité à moins dépendre. Alors mais concrètement, sans l'Amérique, l'OTAN pourrait-elle tenir? C'est ce que nous allons voir avec vous, colonel Pierre de Jonghe, devant le grand écran du grand dossier. On va regarder ensemble d'abord les dépenses de défense des pays membres de l'OTAN en pourcentage du PIB. Alors, on voit que la Pologne arrive en tête, avec 4%, elle est quand même toujours en dessous des 5% voulus par Donald Trump. L'Estonie, les Américains en 3e position et la France qui est loin derrière. Ça, c'est en termes de pourcentage. Maintenant, si on regarde en termes de milliards de dollars, eh bien là, les Américains sont loin devant. Vous le voyez, 967 milliards de dollars consacrés aux dépenses. Premier, États-Unis. 2e Allemagne, 3e Royaume-Uni et 4e la France avec 64 milliards de dollars. On comprend que les Américains sont un pilier énorme en termes de financement. Et un 3e exemple, avant de vous entendre, colonel, qui nous montre quel est le premier pays où se fournissent les pays européens membres de l'OTAN. Et le premier fournisseur, vous le voyez, le graphique en rouge, à 64%, ce sont les Américains, loin devant la France, les autres pays, l'Allemagne ou encore Israël. Donc on comprend bien qu'il serait très difficile de faire sans les Américains. Oui, vous pouvez remettre le tableau précédent. Alors, on va le remettre justement avec la colonne où on voit que le premier pilier de dépenses, ce sont les États-Unis. Parce que c'est exactement ça que Trump a dans la tête. En fait, il est sur des pourcentages. Donc il se dit, voilà, nous, on dépense par an, en gros, 1 000 milliards de dollars de dépenses pour la défense par an.
Et eux, tout confondu, c'est 1000 milliards par an. Alors je la fais à quelques centaines de milliards près, mais c'est à peu près le ratio. Donc il dit, pour équilibrer, à partir de maintenant, tout ça, on va le grouper, puis il faut que le trait soit à égalité. Donc il va rééquilibrer. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, remettez-moi l'autre... Le graphique où on voit que les États-Unis sont le premier pays exportateur d'armes pour les pays européens membres de l'OTAN. Ça, c'est le deuxième truc qu'il a en tête, en disant ils vont augmenter de 500 milliards par an, puisqu'ils vont doubler les investissements dans la question de la défense, même s'il y a le 1,5%, 3,5%, je reste général, et il se dit, mais évidemment, c'est pour ça qu'il ne quittera pas l'OTAN. C'est la poule aux œufs d'or, il ne va pas abandonner le système. Vous vous rendez compte, 64% des dépenses de l'OTAN vont vers les États-Unis. Donc il va jouer longtemps avec nous. Encore une fois, je me dis, il y a une vraie guerre, il viendra peut-être, j'en sais rien, il y a un doute. Mais ce dont il est sûr, c'est que les investissements, la majorité des investissements que vont faire les Européens, à l'exception des Français, qui ont une caractéristique, parce qu'on a notre propre industrie d'armement, etc., avec d'autres, bien évidemment. Donc c'est toujours un petit peu décalé. On voit bien qu'encore une fois, 6,5% est acheté chez nous. Mais c'est ça le chiffre qui est très important. Donc les 500 milliards de plus, c'est pour augmenter ce chiffre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc son industrie fonctionne là-dessus. Donc il ne va pas casser ce joujou incroyable, l'OTAN. La meilleure preuve, il était une journée formidable. Il a vu le roi hier, il a fait une interview de 45 minutes, et il a fait une réunion qui a duré 4 minutes 18, parce que rappelons-nous, ils ont fait une réunion préparatoire le 5 juin. Avec Pete Hegseth, qui est le ministre de la Défense, pour faire court. C'est le monsieur qui était à gauche. Il est resté combien de temps à la réunion du 5? On me dit quelques minutes. Il n'a pas travaillé le sujet, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça ne l'intéresse pas. L'article 5, ça, on verra bien plus tard. C'est ça qui l'intéresse. C'est la seule raison et unique raison. Et pour nous, Européens, et on voit bien que le président Macron a eu un discours plutôt réaliste sur le sujet. Il a dit, voilà, nous, il faut faire un milieu européen, il faut le renforcer, il faut créer une industrie de défense européenne. C'est ça le sujet. Et ça, on va mettre 20 ans pour le faire, ou 15 ans pour le faire, parce que ça ne se fait pas en 3 minutes. Ça, c'est sûr. 20 ans, 15 ans pour le faire. Il y a un autre graphique très intéressant concernant les armes, colonel. C'est celui-là. On voit la part d'armes importées des États-Unis en Europe. Et on voit qu'il augmente en Allemagne, il augmente en Suède, mais il baisse en France ou encore en Bulgarie. Pourquoi il baisse en France? Est-ce que c'est parce qu'on achète nos propres armes? Ou est-ce parce qu'on dépense moins? Non, c'est conjoncturel en fait. D'accord. Encore une fois, le budget français est relativement petit. On parle de 45 milliards d'euros par an, etc. Bon, c'est assez petit. Simplement, ce qui se passe, c'est conjoncturel. Aujourd'hui, nous, on a nos propres porte-avions. On a des études qu'on fait, on les fait nous-mêmes. Deuxième point, des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, on investit nous-mêmes dans les engins. L'armée de terre a des Scorpions, c'est notre système à nous. Et l'armée de l'air a ses Rafales. Alors on voit bien qu'il y a toute une série de sujets qui ont été rachetés aux États-Unis. Et en fait, depuis quelques mois ou quelques années, le budget, on n'est pas anti-américain. Le problème, c'est qu'on a notre propre système à développer avec notre propre industrie. Et on le fait. Je prends l'exemple du César, etc., etc. Donc, encore une fois, on a notre propre système de défense, en tout cas d'industrie, et il se fait lui-même. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'Allemagne. Ça, c'est l'effet des 100 milliards annoncés par le chancelier précédent. Vous vous rappelez, en 2022, fin 2022, il y avait une espèce de panique en Allemagne. Leur armée n'était pas opérationnelle. Ils ont injecté massivement de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, ils ont acheté américain. Oui, c'était Olaf Scholz qui avait... Alors lui, c'est un cas particulier, encore une fois. Mais tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des F-35, ils achètent des HIMARS, ils achètent les matériels américains. Probablement, ils sont toujours en train de chercher. Il l'a dit d'ailleurs dans l'interview, c'est très intéressant, sur les Patriotes. Aujourd'hui, vous avez une rupture de fabrication dans les Patriotes. Parce qu'Israël en a besoin, les Américains en ont besoin, et les Ukrainiens en demandent à corps et à cri, mais il n'y en a pas, il faut les fabriquer. Ça vaut 1 milliard. Faire un système patriote avec 2 rampes de lancement, avec un système de commandement, ça vaut 1 milliard. Les sommes sont colossales. Donc il faut le fabriquer, le vendre, tout ça, c'est une grosse machine industrielle. Donc encore une fois, l'OTAN, c'est pas seulement du combat et puis de la protection, c'est de la politique, mais c'est surtout de l'industrie dans la tête de Trump. Alors que nous, Européens, l'OTAN, c'est un outil politique, un outil de défense vis-à-vis de la menace russe, parce qu'elle a été réaffirmée, elle a été redite, elle était très claire, mais les Américains, c'est loin. Là, il faut traverser, il faut aller loin. Donc il n'a pas la même vision que nous de cette menace. D'où le fait quand même que les pays de l'Europe de l'Est, d'abord, sont entrés dans l'OTAN en 1999, je parle de la Pologne, de la Hongrie, République tchèque, et 2, c'est eux qui sont en première ligne, c'est pour ça qu'ils dépensent beaucoup, et que la Pologne a 4,2%, ils étaient 1,5 ou 6 il y a encore 2-3 ans. Sinon, ce que vous nous dites, colonel, on poursuit ce débat. Magali, on comprend bien que les pays européens ne pourraient pas faire sans l'Amérique dans l'OTAN, mais que les États-Unis ont aussi besoin des pays membres.
Bien sûr, et c'est pour cela qu'en effet, il cherche à faire en sorte que les Européens augmentent leurs dépenses. Oui. Mais il faut savoir que en Europe, la Commission européenne essaye quand même de faire quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un plan qui a été proposé au printemps dernier par la Commission et validé par les Européens, justement pour favoriser aussi les industries européennes. C'est le fameux plan Réarmer l'Europe, où il y a une partie des prêts qui ne seront accordés qu'à des États européens qui s'allient entre eux et qui se fournissent auprès de fournisseurs européens. Il y a une volonté quand même de contrer justement ces achats européens. Il n'est pas question, par exemple, d'armer... Enfin, on voudrait éviter que, par exemple, on donne de l'argent à l'Ukraine pour qu'elle aille acheter américain. C'est le risque. Mais en fait, c'est vraiment ça le problème. C'est comment aussi profiter de ce moment pour développer nos lignes industrielles européenne, justement pour qu'on n'aille pas se fournir uniquement aux États-Unis et que l'argent donné par la Commission européenne, par les Européens pour la défense, n'aille pas servir les lignes industrielles américaines. À suivre, c'est un Donald Trump sûr de lui qui clame haut et fort que grâce à lui, le programme nucléaire iranien est mort, retardé de plusieurs décennies, et qu'importe si un premier rapport des renseignements américains dit le contraire. Qui a raison sur la menace nucléaire? C'est ce que nous verrons dans la suite du grand dossier. Restez avec nous. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Autant Trump dicte sa loi ». Trump qui clame haut et fort que grâce à lui, le programme nucléaire iranien est mort, retardé depuis de plusieurs décennies. Mais le rapport de ses propres renseignements dit le contraire, que les dégâts causés par les frappes américaines seraient en réalité mineurs. Qui a raison sur la menace nucléaire? C'est ce que nous verrons avec le colonel Pierre de Jong. Et nous poserons aussi une autre question. Est-ce que le président américain a mis l'OTAN, ses alliés, au pas? Évidemment, Muriel Domenac, bonsoir, est là pour nous répondre. Ex-ambassadrice de France à l'OTAN. Ainsi que Brandon Warrett, qui a travaillé sur la relation... passionnel entre Mark Rutte et Donald Trump. Vous allez tout nous expliquer. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, la chaleur suffocante et une alerte quasi généralisée. 52 départements placés en vigilance orange pour orage et canicule. Vous le voyez sur la carte, une grande partie de l'Hexagone est concernée, de la Somme aux Pyrénées-Atlantiques. Les orages sont attendus dans la fin de l'après-midi et en soirée en Île-de-France, en Champagne et en Picardie. D'importants cumuls de pluie attendus et des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h. En politique, le Rassemblement national ne votera pas la motion de censure de la gauche sur les retraites. Le parti donne rendez-vous à François Bayrou à l'automne, au moment où du budget, a prévenu Sébastien Chenu, vice-président du RN. Sans les voix du RN, cette motion de censure qui doit être débattue la semaine prochaine n'a aucune chance d'aboutir. En Moselle, ce refus d'obtempérer qui a causé la mort de 2 personnes ce matin. La police belge poursuivait une voiture soupçonnée de transporter de la drogue. Les occupants se sont arrêtés pour poursuivre à pied. Un policier est mort, ainsi qu'un des occupants du véhicule, percuté par une autre voiture arrivant de face. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 17h20. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré à cette question. Autant Trump dicte sa loi. Nous sommes avec Muriel Domenac, ex-ambassadrice de France à l'OTAN, Magali Barthès, notre spécialiste des questions étrangères sur LCI, avec le colonel Pierre de Jong, consultant militaire pour LCI, Nicole Bacharan, historienne et politologue, et évidemment Brandon Warrett, qui va nous parler de Mark Rutte et de Donald Trump. Et dans un instant, nous vous parlerons également de cette incroyable vidéo. C'est Donald Trump qui l'a postée lui-même. Il
dit bam, 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 bomb Iran. Il parle de bombarder l'Iran. Ce n'est pas une fake vidéo, promis. Et on parle quand même d'une guerre qui aurait pu dégénérer en guerre totale. Donc évidemment, on reviendra sur cette vidéo qui a quand même sidéré et qui a fait le tour de la toile. Mais d'abord, au chapitre du langage enfantin, regardons ensemble cette séquence au cours de laquelle Mark Rutte, qui est le chef de l'OTAN, évoque le conflit entre Israël et l'Iran avec Donald Trump, avec cette métaphore. Vous avez une grosse bagarre comme deux enfants à l'école. Vous savez, ils se battent comme si vous ne pouviez pas les arrêter. Laissez-les se battre pendant 2 ou 3 minutes, puis il est facile de les arrêter. Et puis papa doit parfois utiliser un langage ferme. Nous devons utiliser un langage ferme. De temps en temps, il faut utiliser un certain mot. Papa doit utiliser un langage ferme. Il parle de Donald Trump et les enfants, c'est l'Iran et Israël. C'est quand même sidérant, Brandon Warrett, de voir à quel point Mark Rutte est devenu le faire-valoir du président américain. Oui, alors déjà, rappelons en quelques mots Mark Rutte, alors, actuel secrétaire général de l'OTAN, c'est l'ancien Premier ministre des Pays-Bas. Il est resté 14 ans au pouvoir entre 2010 et 2024. Alors effectivement, des échanges, notamment hier partagés par Donald Trump lui-même sur son réseau Truth Social. Il partage des messages envoyés par le secrétaire général de l'OTAN après les bombardements américains sur les sites nucléaires iraniens et avant justement ce sommet qui se déroule en ce moment à La Haye. Vous allez les voir, ces messages assez dithyrambiques. Vous avez notamment, vous le voyez, voilà, ici, Monsieur le Président, cher Donald, félicitations et merci pour votre action décisive en Iran. Juste après, un autre message. Alors, ce sont à l'origine des captures d'écran. Là, on a partagé les citations. Donald, vous nous avez mené à un moment vraiment, vraiment important pour l'Amérique, l'Europe et le monde. Et un autre message. Il va encore plus loin, ce secrétaire général de l'OTAN. L'Europe va payer un prix énorme pour financer sa défense, comme elle le devait, et ce sera votre victoire. Là, vous avez remarqué cette typographie très trumpienne. On écrit en majuscule la volonté du secrétaire général de l'OTAN. Cette typographie très appréciée par Donald Trump, notamment dans ses messages partagés sur ses réseaux sociaux. Alors sur le fond, on a les États-Unis qui demandent aux pays de l'OTAN européens et notamment le Canada de consacrer plus de dépenses pour leur défense. On parle de 5% comme par rapport à ces 2% d'aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde ces diagrammes, vous allez les voir dans quelques instants, eh bien, c'est le budget de la défense pour les Pays-Bas lorsque Mark Rutte était à la tête du pays. Alors là, nous sommes entre 2017 et 2024. Il est arrivé en 2010. Et vous voyez, c'est ce budget qui augmente légèrement, 1% en 2017. En 2024, lorsqu'il quitte le pouvoir, nous sommes à plus de 2%, 2,05%. Alors le secrétaire général de l'OTAN, depuis quelques semaines, depuis octobre 2024, qu'il est à la tête donc de l'OTAN, a opté pour une stratégie relativement simple, ne jamais critiquer ou contredire le président des États-Unis. On a un exemple extrêmement parlant, on l'a tous en tête, c'était il y a quelques semaines, on rembobine, nous sommes le 13 mars 2025, ça se passe à Washington, à la Maison-Blanche, vous voyez le président Trump qui reçoit Mark Rutte dans ce bureau ovale, alors vous avez un échange assez long, et puis à un moment donné, vous avez un journaliste qui pose une question à Donald Trump, en lien avec la volonté du président des États-Unis de racheter le territoire du Groenland, donc qui appartient au Danemark, territoire autonome d'un pays membre fondateur de l'OTAN. Et à côté, bien lorsque Donald Trump répond, vous avez un Mark Rutte qui est assez, vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez. Greenland. Quelle est votre vision de l'annexion potentielle du Groenland et de la possibilité de les faire rester? Eh bien, je pense que cela se produira et je n'y ai pas beaucoup réfléchi avant, mais je suis assis avec un homme qui pourrait jouer un rôle très important. Vous savez, Marc, nous en avons besoin pour la sécurité internationale, pas seulement la sécurité, mais pour l'international. Et c'est un problème dans le Grand Nord, donc l'Arctique, s'agissant du Groenland et de rejoindre ou non les États-Unis, je vais rester en dehors de cette discussion, parce que je ne veux pas diriger l'OTAN dans ce domaine. Eh bien, Mark Rutte, il est un peu embarrassé, avec un rire gêné. Il préfère botter en touche et changer de sujet. Il ne vient pas donc à la défense du Danemark. Donc voilà, ne pas contredire, ne pas critiquer le président des États-Unis. C'est un peu la volonté aujourd'hui du secrétaire général de l'OTAN. Merci Brandon. Ce que vous nous avez raconté, ça a sidéré le plateau. Parole à l'ex-ambassadrice de France à l'OTAN, Muriel Domenac. Ce sont quand même des séquences un peu embarrassantes.
Je ne sais pas comment vous pouvez le dire. Moi, j'étais en poste 2 fois à l'OTAN et ces 5 dernières années, et on va se dire les choses franchement, il n'y a aucun doute, il n'y a jamais eu aucun doute sur le fait que à l'OTAN, les animaux sont tous égaux, comme on dit dans La ferme des animaux de Orwell, mais il y a un animal qui est plus égal que les autres, et tout le monde le sait. Cela étant, à l'OTAN, c'est l'unanimité. Aucune décision ne peut être prise sans l'accord de tous les membres, y compris la France. Et la France a la réputation d'être un petit peu le poil à gratter. Pourquoi ? Parce qu'on est moins dépendant des États-Unis pour notre sécurité. On a un outil de défense complet et la dissuasion nucléaire. Bon, mais c'est pas un scoop que le président des États-Unis, les États-Unis, sont le membre le plus puissant de l'OTAN. Après. Mark Rutte choisit son style. Je dirais, ça nous retire rien, si vous voulez. La diplomatie, c'est pas un jeu à somme nulle. On réarme, pas parce qu'on le doit à Trump, mais parce qu'on le doit à nous-mêmes. On le doit à notre société. Et d'ailleurs, les études d'opinion, moi, le think tank, je suis au conseil de l'ECFR, montrent des études d'opinion qui conclut clairement à la compréhension de la société. Doménac, c'est normal d'utiliser, quand on est patron de l'OTAN, un tel vocabulaire. L'Europe va payer un prix énorme pour financer sa défense comme elle le devait, et ce sera votre victoire, comme si on était ennemis. Écoutez, si ça fait plaisir à Donald Trump, c'est très bien. Encore une fois, nous réarmons parce que c'est notre responsabilité. Il y a un point sur lequel le président des États-Unis est parfaitement en accord avec ce que la France a toujours plaidé, c'est-à-dire l'Europe doit prendre plus de responsabilités dans sa défense. Je dirais, un petit peu suivant la formule des militaires, bien faire et laisser braire. Ça a le mérite de la clarté. Formation. Impeccable. Voilà. Donc faisons bien, réarmons, investissant au mieux notre réarmement pour agir de façon efficiente en termes de dépenses publiques, collectives. Faisons comprendre à notre société pourquoi on doit réarmer. Non, c'est pas pour faire plaisir à Donald Trump. Est-ce qu'on a plié ? Non. Je dirais. Encore une fois, les Français ont toujours dit il faut que les Européens soient plus autonomes. Et aujourd'hui, les Européens le comprennent et ne se disent plus. Et pour moi, c'est ça le changement de ce sommet. Ils se disent plus, si on en fait plus, les Américains en feront moins. Voilà, c'est dans notre intérêt, évidemment, d'augmenter le niveau de nos dépenses. Bien faire et laisser braire, je vais revenir sur cette formule. Qu'en pense le colonel ? Je suis entièrement d'accord sur bien faire et laisser braire, à 100%. Le problème, c'est Trump, c'est un mal alpha. Donc, quel que soit il serait dans une équipe de foot, ce serait la même chose. Partout où il a toujours été comme ça. Donc, c'est très difficile de gérer un personnage comme celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas très poli. Vous voyez ce que je veux dire ? On est comme en Europe, on est plutôt policé. Il y a des règles, des normes. Il arrive dans le truc et puis il casse tout. On n'a pas l'habitude. D'autant que le monde militaire, c'est un monde conservateur. Enfin, le monde militaire, le monde de la défense, l'OTAN, c'est un monde conservateur. Donc, c'est un monde un peu vertical. Donc, et du coup, au milieu, vous avez ce personnage qui assène des trucs durs. Et pour Rutte, ça doit être très difficile. Parce que j'imagine qu'il n'a pas dû bien dormir la nuit précédente, parce que, là, on voit qu'il lui a fait un programme aux petits oignons. Hier, il a vu le roi, donc en fait, je crois qu'il est même logé au palais. Oui. Donc il a fait, un truc, le lit à baldaquin, le truc. Donc il n'a pas vu trop, il n'a pas été trop embêté par des chiffres. Ce matin, il a eu un petit déjeuner. En fait, il est venu 2 heures, il a travaillé, on lui a dit 5% c'est signé, on le fait. Message reçu, forêt claire, laissez braire et compagnie. Il a pris sa voiture, il s'en va. C'est ça son truc. Et en fait, le problème, c'est qu'on a le sentiment qu'il n'a pas bossé. Le problème est le suivant, c'est que l'OTAN, pour nous Européens, on a un problème de fond, c'est qu'on a une menace russe qui est précise, claire, depuis 2022. Elle est à quelques kilomètres de nos frontières. Donc on n'est pas là pour faire plaisir aux uns. Vous vous rendez compte, il était à l'OTAN, il a fait une interview qui a duré 45 minutes. Combien de questions exactes qui ont été posées sur l'OTAN ? Une sur les 5% et une sur l'article 5. Et au moment où il a répondu à la journaliste sur l'article 5, il a dit, j'ai noté la phrase, après j'ai arrêté de noter, je suis venu parce que j'étais obligé. Ok, c'est fait. Et c'est la phrase qu'il a dit à l'issue de la question. Oui. J'ai mis des points de suspension, j'ai dit, ouf. Vous voyez, il y a des grands moments. En même temps, quel est le résultat ? Ils restent dans l'OTAN, ils vont bosser, ça va travailler, les budgets vont augmenter, et puis tout ça, on va trouver un équilibre. Il reste 3 ans et demi à tenir, quoi. Donc il ne faut pas forcément s'attacher
aux mots, aux ronds de jambes de Mark Rutte, Magali? C'est-à-dire que les membres de l'OTAN doivent être très soulagés à l'heure qu'il est, parce que Donald Trump est resté jusqu'au bout. Alors, c'était 2 heures, mais on ne sait jamais avec Donald Trump. Il a au moins fait les 2 heures et il n'est pas parti précipitamment comme il l'a déjà fait dans un certain nombre de sommets. Il a l'air satisfait et en fait, il réaffirme quand même l'engagement des Américains à rester en fait dans l'OTAN. Or, le grand défi de Mark Rutte, c'était son premier sommet en tant que secrétaire général, donc il y avait aussi beaucoup d'enjeux pour lui. C'était justement d'avoir l'assurance que les Américains resteraient et s'engageraient. La grande crainte des alliés de l'OTAN, c'est le désengagement américain. Qu'un jour que Donald Trump dise un jour, l'article 5, moi, ça ne m'intéresse pas. De toute manière, il ne dépense pas assez en parlant des Européens, et qu'il remette en cause ce qui fait quand même notre architecture de sécurité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a ce qui compte, en effet, c'est certainement le résultat ce soir pour faire bref. Nicole Bacharan et ensuite Muriel Domenac, car je vois aussi réagir. Oui, mais vous disiez quelque chose que j'ai trouvé très, très pertinent, en fait, sur la question, pour analyser ces propos de Mark Rutte, comme si c'est votre victoire capitale pour le président, comme si c'était notre ennemi. Eh bien, c'est parce qu'on n'est pas sûr du tout que ce soit notre ami. Dire ça, je rejoins ce que vous avez dit d'ailleurs, n'importe quoi pour le calmer. Bon, aucun problème, je ne pense pas que Rutte en sorte diminué. Mais on n'est pas sûr qu'il soit de notre côté. Il n'aime pas les démocraties, il n'aime pas l'Europe, il n'aime pas notre côté policé, formaté. Il aime les autocrates, il aime Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un. Voilà des hommes avec qui il voudrait se partager le monde. Et le fait est que tous ces autocrates ne lui donnent rien. On voit à quel point Poutine l'a baladé jusqu'à présent. Donc, contraint et forcé, Donald Trump se trouve dans le camp des démocraties. Il aimerait bien être le maître en dehors de ça, mais il n'a finalement pas d'autres alliés que les Européens, véritables alliés, et tout l'intérêt des Européens est de le garder dans l'OTAN, même avec une ambiguïté sur l'article 5, il ne l'a quand même pas abandonné. Et c'est vrai que la demande américaine d'augmenter les dépenses de défense, elle date des années 70, elle date de Jimmy Carter. Et elle n'est pas extravagante, il était grand temps. Mais c'est vrai que Trump se sent tout puissant. Donc, dans son premier mandat, il exigeait 3%. Il était arrivé, pardonnez-moi, il avait engueulé tout le monde. Oui, c'est vrai. Une brutalité incroyable. Maintenant, il arrive à dire, ah non, la cotisation, maintenant, c'est 5%. Elle a augmenté avec l'inflation. Voilà, et il envisage l'OTAN comme un club où on paye sa cotisation, on achète la protection américaine comme une armée de mercenaires. Et on a vu que sur l'Espagne, qui a dit, moi, on ne va pas y arriver, il a dit, ça va leur coûter plus cher d'être défendus. Voilà, c'est vraiment, s'ils ne sont pas à jour de leur cotisation... C'est un club, mais on n'est pas sûr de la fiabilité de tous les membres. Voilà. Ouais. Encore une fois, il ne faut pas prendre les dirigeants européens, membres de l'OTAN, pour des perdants de l'année. Ils savent très bien à quoi s'attendre s'agissant de Trump. Et ce qui a changé, si vous voulez, c'est que jusqu'à présent, les Européens croyaient que leur faiblesse était le meilleur argument pour arrimer la garantie de sécurité américaine, et ils croyaient que proclamer « l'Europe ne peut pas se défendre sans vous », c'était le meilleur moyen de garder les Américains engagés en Europe. Aujourd'hui, ils ont compris que prendre davantage de responsabilités, c'est bien plus efficace. Et ce que je trouvais intéressant dans les propos de Donald Trump, c'est qu'il a dit « j'ai vu des chefs d'État qui aiment leur pays, qui sont prêts à en faire davantage. » Et donc, il y a un tel culte de la force chez Trump que finalement, des Européens qui disent qu'ils sont prêts à se défendre, il se dit, je verrai, je volerai peut-être au secours de leur succès. Et on voit que c'est une constante dans son approche. Je ne veux pas m'aventurer sur un terrain qui est le mien, mais c'est aussi pour ça qu'il a rejoint les Israéliens dans les frappes. Il s'est dit, tiens, ça peut marcher, j'y vais. En défense de Rutte, je voudrais quand même signaler qu'il a insisté sur un point. Et pourquoi ? Parce qu'on le lui a demandé, et pour le coup, les Européens ont été extrêmement exigeants envers lui, et d'ailleurs, je crois que c'était également son sentiment personnel, c'était faire venir Zelensky. Oui. Et ça, c'est fondamental parce que l'Ukraine, pour nous, c'est là que se joue notre sécurité pour alléger
la menace russe. Et on y reviendra. Rutte y est parvenu. Alors, est-ce que remettre l'Ukraine dans le jeu, ça justifie bien cette flagornerie? Bon. Peut-être. Nous, Français, c'est pas notre style. Tout le monde vous le dira. Non, mais vous êtes une très bonne avocate de Marco Rutte ce soir. En tout cas, puisque vous évoquiez les frappes, c'est justement dans ce contexte que Donald Trump s'est offert une mise en scène surréaliste dans ce clip qu'il a posté aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Regardez. Tell the Ayatollah gonna put you in a box by my Cookies got a feeling really hit the ceiling by my Old Uncle Sam's getting pretty hot. Time to turn Iran into a parking lot by my J'espère que vous lisiez, à moins que vous ne parliez anglais couramment, hein, on va transformer l'Iran en parking. Hein. On parle d'une vidéo à la gloire des bombardiers B-2 avec la musique des années 80. Là. C'est quand même lunaire. Hein. Hier, il disait « God bless Iran hein, », que Dieu bénisse l'Iran. Il ne voulait plus changer de régime. Et là, il publie cette vidéo. Est-ce que vous pouvez nous traduire le Trumpien ou le Trumpiste? Je ne sais pas comment on peut dire. En gros, ça veut dire on a gagné... Et on peut vous écraser encore davantage si vous bougez un cil. Au-delà de ça, honnêtement, je trouve ça effroyable. On est dans un niveau d'immaturité, d'infantilisme, de bêtifiant, alors qu'il s'agit de la guerre, de la vie et de la mort, de l'armement nucléaire. Mais nous avons à la Maison-Blanche un homme qui n'a pas toujours tort. Je veux dire, je pense que cette décision de frapper les installations nucléaires en Iran étaient probablement la bonne, même si on n'a pas l'ultime résultat ni nucléaire, ni sur la politique qui suivra ensuite. Mais néanmoins, c'est quelqu'un de complètement immature et qui ramène le monde à son niveau d'immaturité, puisqu'on est obligé de communiquer avec lui sur un mode ultra simplifié. Et on a vu que l'Iran, par ailleurs, a publié également une vidéo de Playmobil où on voit des Iraniens qui bombardent et puis des Israéliens en Playmobil. J'allais dire Lego ou Playmobil, j'ai un doute. En tout cas, des jouets en plastique qui partent en courant, l'air terrifié. C'est dire sur la paix et la guerre. Le niveau du débat. Donald Trump, en tout cas, il continue de clamer haut et fort que grâce à lui, le programme nucléaire iranien est mort, retardé de plusieurs années, et qu'importe si le rapport préliminaire de ses propres renseignements américains dit le contraire, que les dégâts causés sont mineurs. Hein. Les frappes n'ont pas détruit les composants essentiels du programme nucléaire du pays. Elles l'ont probablement seulement retardé de plusieurs mois. Mais Trump persiste, écoutons-le. C'est vraiment nul ce que les médias font. Ce qu'ils veulent, c'est essayer de minimiser cette victoire, qui est pourtant une victoire extraordinaire et exceptionnelle. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Tout est cassé sur le site iranien. Il n'y a plus rien. Tout est détruit au sous-sol. C'est un véritable anéantissement. C'est un mot fort que j'emploie à dessein. Et je crois que c'est le terme qui est employé dans les derniers rapports d'Israël. Il parle d'un anéantissement total. C'est ce que dit un rapport israélien et c'est ce que dit également l'Iran. Mais alors, qui a raison sur la menace nucléaire? C'est ce que nous allons voir, colonel. Regardons le site de Fordo. Hein. C'est les principales installations nucléaires en Iran. Quand on regarde le 19 juin et le 22 juin, vous voyez bien, on les a en plus zoomés, les trous noirs correspondent aux frappes qui ont été faites par les fameuses mégabombes GBU 57. Quand on regarde cette fois le site de Natanz, autre site nucléaire iranien qui a été visé, là pareil, avant, après, vous voyez le trou formé par ces bombes qui sont extrêmement puissantes. Et puis, il y a ce quatrième site nucléaire, jusqu'ici tenu secret, dont on vous parlait hier, hors de portée des Américains, c'est le Mont de la Pioche, hein, c'est ce surnom hein, qui abrite un nouveau site nucléaire où peut-être que certaines armes auraient été transférées pour éviter qu'elles soient détruites. Pourquoi ce site n'a pas été frappé, colonel ? Parce qu'il n'a pas été identifié.
Personne ne l'a vu. Les Israéliens ont fait un travail de fond initial, complété par les Américains, par les satellites, etc. Ils ne l'ont pas vu. Et j'imagine, parce que vous avez vu, c'est très montagneux. Oui. Donc j'imagine qu'il y a d'autres sites totalement inconnus qu'on va découvrir au fil des mois, au fil des années. C'est pour ça que les déclarations de Trump, elles sont particulières, enfin, elles sont bizarres. Très concrètement, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est quid des destructions? Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, j'en sais rien. Ils ont bombardé, oui, maintenant, on n'en sait rien. On verra, il faut vérifier. C'est encore trop tôt pour faire un rapport définitif. Bien évidemment. Bon, alors, je peux comprendre qu'à sa place, on aurait dit la même chose. Mais en fait, il faut être un peu prudent, parce qu'on d'abord, on n'en sait rien, même si les trous sont massifs, probablement que le truc est rentré vraiment bas, etc. Donc, il y a eu des destructions. Ça, c'est indéniable. Le deuxième point, c'est qu'on sait qu'il y avait de l'uranium enrichi. On parle de 400 kilos. Donc, évidemment, les Iraniens ont fait partir tout ça. Donc, ça fait longtemps que c'est parti. J'imagine que ça a pu être transféré de Natanz jusqu'au Mont de la Pioche. Ou du stockage. C'est 400 kilos, c'est rien du tout. Ouais. C'est 3 cantines. Enfin, c'est rien. Une camionnette et c'est parti. Ou 2-3 camionnettes, des endroits différents. Donc, c'est parti. Et ça, c'est vraiment c'est fondamental de le retrouver, parce que avec ce genre de matériaux, on peut fabriquer des missiles sales, enfin une arme sale, etc. Une arme sale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas projetée. Elle est mise dans un conteneur, dans un camion, et on le met au milieu d'une ville. C'est ça une arme sale. Donc ça, c'est un point qui est central. Puis troisième point, ce qui est quand même très étrange, c'est qu'il n'y a pas eu de morts et de blessés. C'est que les Iraniens annoncent qu'il n'y a rien, RAS, tout va bien, on n'a pas de perte. Alors, qui ment? Ça me paraît impensable. Donc, alors je me dis à un moment donné, est-ce que dans une espèce de système machiavélique, peut-être américain ou autre, peut-être, est-ce que c'est pas organisé? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être de trucs, on va jouer une séquence un peu pour démontrer ce qu'on sait faire. C'est comme une guerre qui est soi-disant dure, elle dure 48 heures. Vous imaginez que l'Iran savait que les Américains allaient frapper sur leur site? Ça, tout le monde le savait. Ça, c'était pas... À ce moment-là, parce que c'est pas connu. Moi, je pense qu'il y a eu une forme de deal. On voit bien qu'aujourd'hui, Trump, il est plutôt sur un modèle. J'ai fait le boulot. Maintenant, les enfants, vous vous calmez, c'est fait. En fait, on n'est même pas sûr à l'heure où on parle. Et ce qui est très inquiétant au milieu de tout ça, c'est que moi, vous me posez la question. Moi, je suis un observateur européen. Le problème, c'est que les services de renseignement ont de l'information comme quoi les sites n'ont pas été détruits totalement, et donc ils ont diffusé cette information auprès de la presse américaine. Et ça, c'est le sujet. Et donc, qui a tort, qui a raison? Je ne sais pas, là où on parle. Je sais que ça fait des dégâts. Probablement que c'était un ébranlement, parce que j'imagine que vous avez une bombe de 13 tonnes, 2 bombes de 13 tonnes, ou 3 ou 4 au même endroit, qui tombe, ça finit par percer, ça finit par faire du bruit. Et quoi qu'il en soit, les centrifugeuses, elles ont dû un peu bouger sur leur stèle. Le problème, maintenant, c'est plus tellement ça. Le problème, c'est ces 400 kilos d'uranium enrichi qui se promènent, et comme on voit qu'il y a le sommet de la pioche là, qui est activé, on se dit, mais peut-être qu'on a raté le coche pour toute une série d'autres endroits, et peut-être que les Iraniens, demain matin, ils reprennent leurs activités. C'est possible. On comprend bien, en tout cas, que la menace nucléaire n'a pas disparu, même si, vous voyez Donald Trump, qui est en train de quitter le sommet de l'OTAN, qui quitte les Pays-Bas et qui remonte à bord d'Air Force One, le locataire de la Maison-Blanche, incontournable dans tous les dossiers clés. Je pense à la guerre en Ukraine. Le président américain a rencontré Zelensky. Que se sont-ils dit? Est-ce qu'il est prêt à faire plier Poutine? C'est ce que nous verrons dans la suite du grand dossier. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur LCI, Canal 15, devant le grand dossier consacré ce soir à cette question. OTAN, Trump dicte sa loi. Le locataire de la Maison-Blanche est devenu incontournable dans tous les dossiers clés, comme la guerre en Ukraine, passée au second plan, au plus fort du conflit entre Israël et l'Iran. Regardez la photo de cette rencontre au sommet de l'OTAN entre le président américain et Volodymyr Zelensky. Donald Trump qui a reconnu que la situation au sujet de l'Ukraine était désormais totalement hors de contrôle. Et écoutez ce qu'il a dit lors de sa prise de parole, lors de son discours de clôture, avant son départ de l'OTAN. Du sommet. L'Europe doit prendre plus de responsabilités en ce qui concerne sa sécurité pour pouvoir éviter des catastrophes à l'avenir, comme avec la Russie et l'Ukraine. Je l'ai dit pendant des années, cela n'aurait pas dû se produire. Je le dis quand je suis revenu, ça n'aurait pas dû se passer comme ça.
Magali, on parle beaucoup des revirements de Donald Trump, mais là, semaine après semaine, on réalise que Donald Trump est en train de comprendre que sur le dossier ukrainien, il ne faudra pas compter sur la bonne volonté de Poutine. Oui, il l'a reconnu d'ailleurs tout à l'heure lors de la conférence de presse, parce que la question lui a été posée par un journaliste qui lui a fait remarquer qu'il avait promis de régler le conflit en 24 heures. Et il a reconnu que Poutine était plus difficile que ce qu'il avait envisagé. Moi, je suis d'accord, il y a une constance aussi, c'est qu'il est en train de dire, finalement, c'est un conflit européen. Moi, on a quand même cette photo. Zelensky, il tenait beaucoup. Tous les Européens au sein de l'OTAN tenaient vraiment à ce que cette rencontre ait lieu pour justement envoyer un signal du maintien du soutien américain. Mais ce qu'on sent quand même dans les paroles de Donald Trump, c'est qu'il est en train de dire, maintenant, c'est aux Européens de trouver une solution parce que cette situation, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais en gros, je ne peux pas. Zelensky sera probablement demain au Conseil européen à Bruxelles pour venir faire un point sur la situation. Et vraiment, tout l'enjeu aujourd'hui des Européens, c'est d'essayer de convaincre Donald Trump de faire pression sur Vladimir Poutine, justement pour qu'il accepte ce cessez-le-feu. Mais a priori, Donald Trump paraît pas très motivé par l'idée de faire pression, justement. Quand on regarde les budgets pour l'Ukraine de la part des Américains, ça y est, on est vraiment... C'est les fins de budget, il n'y a rien d'autre sur la table. Le projet de sanctions très dures, préparé par certains élus et d'ailleurs par une majorité maintenant du Sénat américain pour faire pression justement sur la Russie, Trump ne veut pas que ce soit à l'agenda. Donc il y a quand même... On voit un désengagement progressif des Américains dans cette affaire ukrainienne. Muriel Deménac. Oui, je voudrais rappeler quand même, en regardant cette photo de la rencontre entre Zelensky et Trump, où on était le 28 février entre les deux hommes. Et c'est grâce aux Européens, en particulier grâce à la mobilisation du président Macron, du chancelier allemand Merz désormais, et du Premier ministre britannique, avec le président polonais qui se sont rendus à Kiev ensemble. C'est grâce aux Européens qu'on a remonté le courant. Le scénario du pire fin février et qui nous menaçait, c'était celui d'un accord bilatéral russo-américain qui livre l'Ukraine dépecée, démilitarisée, en fait, à une prochaine agression russe qui ne s'arrêterait sans doute pas à l'Ukraine. Et si cette scène dans le bureau ovale le 28 février a constitué un tel électrochoc pour nos sociétés, moi j'interviens dans les lycées, je vois bien auprès des jeunes, c'est précisément parce qu'on n'était pas très loin de ce scénario du pire. Les Européens ont réussi à éviter ce scénario. Mark Rutte, on le disait tout à l'heure, a insisté sur une chose qui était sa priorité, c'était la présence de Zelensky. L'entretien s'est plutôt pas mal passé. Les Américains sont dans un nini, c'est-à-dire ni suspension de leur aide militaire, ni sanctions. Plus le temps passe, plus Trump va se rendre compte que, en fait, Poutine se moque de lui. Et c'est tout le jeu qui se déroule aussi à Washington, avec des républicains emmenés par le sénateur Lindsey Graham, qui propose cette législation de sanctions en disant au président Trump, vous avez su faire preuve de fermeté, la paix par la force, etc., avec l'Iran. Faites-vous respecter de Poutine. Donc l'histoire n'est pas finie. Tant que l'Ukraine tient, de toute façon, c'est du temps gagné pour nous. Oui. Parce que c'est autant de force que la Russie n'amassera pas vers nous. Voilà, donc on n'est pas dans le scénario du pire. Tant que l'Ukraine tient, on a un peu d'espace pour que Trump se rende compte que Poutine se moque de lui. Oui, il y a ce nini, mais il y a cette prise de conscience que Donald Trump, que Poutine se moque de lui, et il a invectivé le président russe lors de ce sommet de l'OTAN. Ouais. Écoutons-le. Je sais que Poutine aimerait se sortir de cette situation compliquée. Il m'a appelé la dernière fois et m'a demandé « Est-ce que je peux vous aider en Iran ?» Je lui ai dit non. Tu peux m'aider en Russie.
Au moins, c'est clair, colonel Pierre de Jong. Mais c'est les fulgurances. Oui. Et on dit, mais oui, c'est ça qu'il faut dire, exactement. Et donc, il le dit, pof, il met ça sur la table, et c'est vrai que c'est fort. Et en fait, c'est une manière de se démarquer par rapport à Poutine. Jusqu'à présent, il avait un discours plutôt, Poutine, c'est quelqu'un de sérieux, à qui on peut travailler, etc. Là, il commence à mettre des barrières, et cette phrase, elle est tellement rapide, tellement précise, qu'elle veut tout dire. En fait, mais le problème, malheureusement, c'est que, je parle de mes étudiants, c'est pourquoi aujourd'hui je parle de ça, c'est ça en tête, c'est que toujours, mes étudiants, ils me disent des trucs, et on préfère comme ci, comme ça, mais quelles sont les conséquences de ce que vous dites? Et le problème, aujourd'hui, il dit des choses, mais je ne vois pas les conséquences. Ça implique quoi? Tu vas aider davantage l'OTAN, tu vas mettre rien, on ne sait pas. Il a dit, voilà, Poutine, c'est pas génial, mais on ne tire pas les conséquences. Puis il pourrait dire, voilà, comme il joue pas le jeu, je vote une dette de 10 milliards, ou que sais-je, etc. Vous voyez, il amène quelque chose. En fait, il a une conclusion, il tire une conclusion. Merci, au revoir. Question suivante. Bon. C'est fini la bromance avec Poutine, Nicole Bacharan? C'est un amour, comment dire, qui n'est pas réciproque. C'est un amour à sens unique. Donc c'est une bromance qui n'a pas rencontré la flamme du partenaire potentiel. Pardon. Mais je pense, en fait, de tout ce que l'on voit de Trump, on sait qu'il déteste Zelensky. Moi, j'ai vu l'ambassadeur ukrainien hier, et les Ukrainiens savent qu'ils ne peuvent pas faire sans les Américains, que ça prendra longtemps avant de pouvoir faire sans les Américains. Donc tout est fait, très, très bien fait, j'ai envie de dire, pour calmer le jeu entre Zelensky et Poutine. Je pense que Donald Trump ne coupera pas l'accès aux renseignements américains, qu'il n'interrompra pas l'aide qui est en train d'arriver, mais enfin, on est effectivement en fin de budget, qu'il n'y aura pas un autre paquet d'aides voté, que très probablement, il ne rajoutera pas de sanctions contre la Russie. Je pense qu'il ne fera pas, essentiellement. Il va laisser filer, et vous, les Européens, débrouillez-vous. Dans la conférence de presse, j'ai noté un point, néanmoins, quand il a été interrogé par une journaliste ukrainienne, je crois, il n'a pas exclu l'accès aux Patriotes, le système de défense antimissile dont vous disiez que ça coûte 1 milliard de pièces. Oui. Et non, il avait jusque-là refusé catégoriquement. Puis les Ukrainiens ont dit on est prêt à les acheter. Et ils peuvent avoir de l'argent, notamment des Européens, pour pouvoir les acheter. Trump avait dit non. Et là, il n'a pas fermé la porte. Il a dit la vérité, finalement, parfois, ça lui arrive. Ça coûte, on en a très peu. Tout le monde en manque de ces systèmes anti-missiles balistiques qui sont essentiels pour protéger les populations civiles. Il n'a pas rejeté ça d'un revers de main qui indique qu'il est un peu moins hostile à l'Ukraine qu'il n'a pu l'être à l'époque où il espérait effectivement une relation amoureuse quasiment avec Vladimir Poutine. Il a même fait le lien avec un transfert éventuel de ces batteries patriotes d'Israël vers l'Ukraine. Merci. Israël les achète d'ailleurs. Merci d'avoir participé à ce grand dossier. Il est pile 18h, c'est l'heure du journal avec vous, Brandon.